Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de l'anatomie de l'œil, un organe si petit et pourtant si puissant. Pour rappel, je te conseille comme toujours de prendre des notes, le plus de notes possible pendant cette vidéo, en retenant évidemment les notions les plus importantes. Rien ne sert de recopier la totalité de ce que je suis en train de raconter. Pour ta prise de notes, n'hésite surtout pas à faire des petits dessins, à recopier des schémas qui pourront t'aider à retenir plus facilement que du texte. En fin de vidéo, tu auras le droit à un questionnaire, comme pour chacune de mes vidéos, avec différentes questions concernant la vidéo d'aujourd'hui. Les réponses seront en description, et tu pourras télécharger le questionnaire, y répondre, l'imprimer et le garder pour retenir un maximum de choses. Donc ici c'est un œil, à proprement parler. On sait tous qu'un œil c'est une sphère, d'accord, il a la forme d'une sphère, de diamètre environ 24 à 25 mm. Bon, c'est assez différent selon les livres. Maintenant, voilà, il faut savoir qu'en moyenne, on est aux alentours de 24 à 25 mm de diamètre, ce qui fait 2,5 cm. Hein, c'est vraiment très petit, on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est petit, hein, c'est négligeable par rapport au reste du visage, par exemple. On va commencer par parler des couches les plus externes de l'œil. Alors, ce que l'on retrouve ici, tout autour de l'œil, et qui donne la forme de l'œil, ainsi que une protection contre les différents traumatismes, c'est ce qu'on appelle, en langage courant, le blanc de l'œil, qu'on peut retrouver là derrière, et qu'on appelle en anatomie la sclère, d'accord? La sclère, ou encore appelée la sclérotique, c'est cette zone blanche autour de l'œil, qui est la tunique la plus externe de l'œil, d'accord? Cette tunique-là, en avant de cette tunique, on a une zone qui est transparente. Cette zone transparente, c'est ce que l'on appelle la cornée, d'accord? La cornée, il faut bien comprendre que c'est une zone qui correspond uniquement au pourtour, là, ici. C'est uniquement ce cercle-là que je te dessine, autour de ce qui donne la couleur de l'œil, c'est la cornée. Donc c'est une zone transparente, on a du mal à la voir évidemment sur cette photo puisqu'elle est transparente. Là on voit une espèce de rayon réfléchi ici qu'on pourrait imaginer. Donc c'est une zone totalement transparente qui permet, tu vas voir par la suite, de faire dévier les rayons lumineux sur la rétine. C'est pas le seul élément de l'œil qui permet ça, mais ça en fait partie. Juste pour information, évidemment la cornée transparente est autour d'ici, et sur le côté ici, autour du blanc de l'œil, on a également une zone transparente qui vient recouvrir la sclère, c'est ce que l'on appelle la conjonctive, d'accord? Là on l'a dessiné ici, donc c'est une zone transparente autour du blanc de l'œil, c'est ce qui est touché quand on parle de conjonctivite, hein, au niveau de l'œil, qui donne la rougeur de l'œil. Donc on connaît tous la conjonctivite, on en a peut-être déjà tous un peu souffert. Juste derrière la cornée, on retrouve ce qui donne la couleur de l'œil. Donc c'est ce que l'on appelle l'iris, d'accord? L'iris, c'est une couche de l'œil qui est remplie de cellules pigmentées, d'accord? Et qui va donner la couleur à l'œil. Donc juste pour information, il n'existe pas de pigment marron pour les yeux marrons ou de pigment bleu pour les yeux bleus. Le nombre de pigments que va posséder l'iris va déterminer la clarté ou la sombreur de l'iris. Autrement dit, un œil bleu aura moins de pigments qu'un œil marron. L'iris est percé en son centre, perforé, par un trou, un diaphragme, que l'on appelle la pupille. Donc c'est vraiment un trou à proprement parler, qui va laisser passer les rayons lumineux, hein, qu'on le voit ici. Les rayons lumineux vont passer à travers la cornée qui est transparente, et passer à travers ce trou ici, pour atteindre la rétine, d'accord? À l'arrière de la pupille, on retrouve ce que l'on appelle le cristallin. Le cristallin, c'est une lentille, hein, d'accord, transparente également, qui correspond au deuxième dioptre de l'œil. Donc c'est un deuxième élément qui va permettre également de faire passer les rayons lumineux jusqu'à la rétine et les faire converger, on le verra en détail. Juste à l'arrière de l'iris et accolé à l'iris, on a ce que l'on appelle le corps ciliaire. Alors le corps ciliaire a plusieurs fonctions dans l'œil. À la fois, il va permettre au cristallin, par le biais de petites attaches, de faire modifier un peu la forme du cristallin, et également il va sécréter ce que l'on appelle l'humeur aqueuse, qui est produite par l'œil, et qui va permettre à l'œil de toujours maintenir sa tension, sa pression. Après le cristallin, là on a toute cette zone là un peu centrale, qui est importante et que l'on appelle le vitré. Alors le vitré, c'est tout ça, ou encore l'humeur vitrée, c'est toute la zone ici à l'intérieur, qui est une zone un peu gélifiée si tu veux, et qui va permettre de maintenir la forme de l'œil. Donc ça va le rendre le plus sphérique possible.
À l'arrière du vitré, on a la première couche postérieure de l'œil, donc tout au fond de l'œil, qu'on appelle la rétine. La rétine, c'est la partie la plus importante par rapport au système visuel, puisque c'est là qu'on va récolter l'information visuelle qui va être transmise par le biais du nerf optique jusqu'au cerveau. On le verra en détail juste après. À l'arrière de la rétine, on a une autre couche que l'on appelle la choroïde, juste derrière la rétine. Et enfin, on retrouve notre sclère au niveau de l'arrière complet de l'œil qui va permettre cette protection. Alors, il existe donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, deux milieux de dioptres qui vont permettre à la lumière de se faire converger sur la rétine. Alors, la lumière, elle rentre, d'accord, elle passe par la cornée, elle est d'abord un petit peu déviée, donc convergée par la cornée. Ensuite, elle passe au travers de la pupille, donc le trou de l'œil, le diaphragme de l'œil. Elle traverse ensuite le cristallin, et elle va se faire de nouveau dévier par le cristallin pour arriver sur la rétine après avoir traversé le vitré, évidemment. Donc les deux dioptres très importants, les deux milieux de convergence sont la cornée et le cristallin. Alors on va rentrer plus en détail sur la cornée. Donc on l'a dit, hein, la cornée, c'est l'espèce de petit hublot qui se retrouve à l'avant de l'œil, ici, totalement transparent. Alors elle est constituée de différentes couches. On a d'abord la couche la plus extérieure, c'est ce que l'on appelle l'épithélium. Ensuite, on aura une membrane qu'on appelle la membrane de Bowman, qui va séparer l'épithélium de la zone la plus importante de la cornée, qu'on appelle le stroma cornéen. À l'arrière du stroma cornéen, on retrouve une deuxième membrane, que l'on appelle la membrane de Descemet, qui sépare le stroma de l'endothélium cornéen. Donc là, un autre schéma qui nous montre la cornée, donc l'épithélium, ici, comme on l'a dit, la couche la plus externe, l'endothélium, la partie la plus interne, et le stroma. Bon, ici, sur cette image-là, on n'a pas fait figurer les deux membranes, mais on peut facilement imaginer leur position. Hein. Donc on aurait épithélium, membrane de Bowman, stroma, membrane de Descemet et endothélium. Alors, comme on le voyait sur les précédentes photos, la cornée, elle forme une espèce d'angle qui est très important en ophtalmologie avec l'iris. C'est ce que l'on appelle l'angle irido-cornéen, entre l'iris et la cornée. Cet angle-là, il est important en ophtalmologie parce que c'est par cet angle-là que va être évacuée l'humeur aqueuse, donc c'était ce qui était créé par le corps ciliaire, comme on l'a expliqué tout à l'heure. Alors là, tu vas me dire que c'est un peu inhabituel de voir une cornée comme ça, et tu as raison, puisque cette cornée a une forme un petit peu de cône. Cette photo représente une pathologie de la cornée que l'on appelle le kératocône. C'est une déformation de la cornée qui, au lieu d'être sphérique, a une forme de cône tout simplement, et tu comprendras bien qu'étant donné que c'est un milieu important pour faire converger les rayons, si ce milieu est déformé, les rayons ne convergent pas bien, et donc ça peut nuire à la vision et au confort de vision. Deuxième dioptre important, le cristallin. Alors, il permet ce que l'on appelle l'accommodation. C'est le mouvement que fait l'œil pour faire le focus, c'est-à-dire quand on regarde un objet en vision de loin, le cristallin, il est un peu au repos, d'accord? Plus on approche l'objet, plus le cristallin va se bomber, il va devenir plus gros en taille, et il va permettre de faire converger plus facilement les rayons lumineux sur la rétine. Donc le cristallin, hein, par définition, il se compose de différentes couches. On a la couche la plus externe du cristallin, qui à l'avant est appelée la capsule antérieure, et à l'arrière la capsule postérieure. D'accord, donc c'est une capsule qui protège le cristallin. À l'intérieur du cristallin, on a ce que l'on appelle le cortex, et à l'intérieur même du cortex, on a le noyau cristallin. Le cristallin, on remarquera qu'il est attaché ici au corps ciliaire parce que l'on appelle des zonules, les zonules de Zinn. Ce sont ces zonules qui vont permettre les modifications de forme du cristallin dont on parlait tout à l'heure pour l'accommodation. Donc c'est en tirant sur les zonules que l'accommodation peut se faire ou se défaire. Le cristallin a une importance aussi puisque c'est un milieu transparent, mais ce milieu n'est pas transparent toute la vie. En effet, le cristallin devient de plus en plus opaque et perd de sa transparence avec l'âge. Et c'est ce que l'on appelle plus communément la cataracte. La cataracte, c'est donc une opacification du cristallin que l'on peut évidemment opérer. Donc on ne rentrera pas dans les détails de la chirurgie de la cataracte, mais le cristallin peut être retiré et à la place on met une lentille artificielle qui fait plus ou moins le même travail.
On passe maintenant à la couche postérieure de l'œil que l'on appelle la rétine. C'est la face postérieure de l'œil, c'est ce que l'on appelle plus communément le fond de l'œil. Elle est constituée de différents éléments. Là, ce qu'on voit ici, c'est ce que l'on appelle la papille, l'entrée du nerf optique au niveau de l'œil. C'est au niveau de la papille que entrent et sortent les artères et les veines, donc les artères qui vont ramener le sang oxygéné à l'œil et les veines qui vont rapporter le sang désoxygéné en retour. On a aussi une autre zone ici que l'on voit un peu plus sombre que le reste de la rétine, c'est ce que l'on appelle la macula. La macula, c'est l'endroit qui permet le maximum de vision possible. C'est à cet endroit-là où on retrouve les 10 dixièmes, la vision du détail, la vision des couleurs. Tout se passe à cet endroit-là, que l'on retrouve ici un peu plus sombre aussi de ce côté-ci. Juste pour information, nous sommes sur un œil droit, puisque par définition, la place du nerf optique détermine l'œil que l'on observe. Autrement dit, le nerf optique est à droite, on parle de l'œil droit. Si on voulait entrer plus en détail et qu'on faisait une coupe au niveau de la zone maculaire, ici, la macula, on pourrait observer différentes couches au niveau de la macula. Il en existe 10, d'accord? C'est les 10 couches rétiniennes les plus connues. De la partie interne à la partie externe, on retrouve les fibres du nerf optique, les cellules ganglionnaires, la couche plexiforme interne, la couche nucléaire interne, la couche plexiforme externe, la couche nucléaire externe, les photorécepteurs et l'épithélium pigmentaire. D'accord? Ces couches sont aussi délimitées par les limitantes externes et les limitantes internes. Il existe deux grands types de photorécepteurs au niveau de la rétine. Le premier, ce sont les cônes, et le deuxième, ce sont les bâtonnets. D'accord? À noter que dans la zone la plus centrale, la macula, on retrouvera beaucoup plus de cônes que dans la zone la plus périphérique où on retrouvera majoritairement des bâtonnets. Juste à l'arrière de la rétine, donc on a notre rétine ici qui est représentée en jaune avec le trajet de notre nerf optique, d'accord. Juste en arrière de la rétine, on retrouve la choroïde. La choroïde, c'est une zone très vascularisée, c'est-à-dire qu'il y a énormément de vaisseaux qui vont apporter le sang oxygéné principal à la rétine, d'accord. Donc là, on a toute la partie de la rétine avec nos photorécepteurs, nos cônes et nos bâtonnets, l'épithélium pigmentaire dont on parlait tout à l'heure, et à l'arrière, on a cette choroïde qui va ramener le sang oxygéné à l'œil. Le nerf optique, évidemment, donc ici au niveau de l'œil on parlait de ce qu'on appelle la papille, hein, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure sur le fond de l'œil, mais évidemment le nerf optique continue et se dirige vers la phase postérieure du cerveau, un trajet assez particulier et assez complexe. On ne rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais il faut noter que le nerf optique s'étend jusqu'au cortex occipital, puisque c'est dans le fond du cortex que sont analysées les images. Voilà, donc on arrive déjà à la fin de la vidéo. Je te conseille donc de télécharger dès maintenant le questionnaire qui se retrouve en description. La correction se trouve également dans la description. Et si tu as des questions ou des suggestions, n'hésite surtout pas à me les faire en commentaire. Je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. J'espère avoir été clair et j'espère que cette vidéo t'apportera un maximum d'informations. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir des notifications dès que je sortirai une autre vidéo qui pourrait t'intéresser. N'oublie pas de mettre un pouce bleu pour me soutenir. À très vite.